tous. Merci d'être fidèles à nos conférences. Voilà, je vois de jeunes têtes, c'est très 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 agréable. Donc aujourd'hui, c'est pas moi qui vais présenter le conférencier, mais c'est notre président d'honneur, Albert Fert, que bon nombre d'entre vous connaissent. Je n'ai pas besoin de le présenter, mais pour ceux qui ne sauraient pas, Albert Fert donc, est un physicien, prix Nobel de physique 2007, je crois, si je me trompe. Et c'est lui qui a invité pour nous monsieur Harry Bernas. Donc je lui laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Harry Bernas, physicien à l'université Paris-Saclay, qui est un spécialiste qui a écrit plusieurs ouvrages sur le nucléaire et sur l'histoire du nucléaire, et qui aujourd'hui nous parlera, voici deux de ses ouvrages ici, et qui nous parlera aujourd'hui de comment le nucléaire peut-il, un problème actuel, comment le nucléaire peut-il participer à la transition énergétique sous la pression du changement climatique qui nécessite ce changement de production d'énergie, et aussi en fonction des changements de société actuels. Et quelle est au fond, on peut résumer le thème, quelle est la faisabilité industrielle, économique et sociale des programmes proposés actuellement par notre gouvernement et par d'autres gouvernements dans le contexte actuel. Quelle est la faisabilité de ces programmes? Bonjour tout le monde. Vous ne me disiez pas encore. Je vais faire un exposé qui... deux précautions oratoires. La première, c'est ça n'a rien à voir avec un débat pour ou contre le nucléaire. Il y a une prise de position, je prends position sur la faisabilité d'un projet. C'est pas la même chose que d'être pour ou contre parce qu'on a le cœur comme ci ou comme ça. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. Il y a des arguments. On peut leur opposer d'autres arguments. À mon avis, les autres arguments sont moins bons que ceux que je défends, évidemment. Mais c'est un débat. C'est un débat. Et une des choses sur lesquelles la deuxième chose sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est ce qui manque en ce qui concerne l'énergie en général et le nucléaire très particulièrement, c'est un débat. Un débat public, informé, où on dit les choses, où on met les choses sur la table et où on permet aux gens d'accéder à toutes les informations. Ce débat, en France, n'a jamais eu lieu en ce qui concerne le nucléaire. Il y a eu des simulacres de débat, mais par exemple, quand la Convention citoyenne s'est réunie, la Convention citoyenne sur le climat s'est réunie, c'était un débat extrêmement intéressant, avec beaucoup d'intervenants, etc. Les gens ont vraiment appris plein de choses, ils se sont convaincus les uns les autres, ont débattu, sont partis avec des opinions, pas toujours les mêmes, mais très souvent concordantes sur ce qu'on venait de faire, etc. À aucun moment dans ce débat, ils n'ont été autorisés à parler du nucléaire. L'énergie nucléaire était considérée comme un domaine réservé. Et cette question-là, c'est une question qui est pendante, et c'est une des raisons pour lesquelles vous allez entendre ce que vous allez entendre. Pourquoi je veux vous parler de nucléaire? Pourquoi moi, disons? Je me présente en deux mots. Je suis physicien, comme disait Albert. J'ai eu une formation en physique nucléaire, parce qu'il se trouve que, un peu au hasard, hein, mais il y a des raisons familiales, il y a des choses comme ça. Je fais partie d'une famille qui a été réfugiée pendant la guerre, qui a été réfugiée aux États-Unis, et il se trouve que quand j'étais gamin, j'ai entendu à la radio le président Truman, j'étais à New York, le président Truman annoncer Hiroshima, annoncer le largage de la bombe sur Hiroshima. Et dans la même intervention, qui était très courte,
donc très percutante, hein, c'était quand même un événement tout à fait extraordinaire. Il a aussi dit « c'est une victoire extraordinaire de la science organisée ». Cette phrase-là, j'étais trop petit pour mesurer complètement, mais ça me paraissait bizarre parce que j'avais une vision de la science. Il se trouve que j'avais un oncle qui était un peu mon grand frère, on se voyait très souvent, qui était physicien et qui parlait beaucoup de la science. Il était très jeune à l'époque et il parlait de science et la vision de la science qu'il donnait, celle qu'avait aussi mon père, qui s'intéressait beaucoup à ces choses-là, n'était pas une vision qui associait la science à la mort de 100 000 personnes avec une seule bombe. Et cette question-là, donc sur le moment, ça a été un peu un choc, pas énorme, mais un choc quand même. Et puis après, au fil des années, cette question-là, elle est revenue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et elle est pendante encore aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est une petite partie du paysage et c'est l'explication du fait qu'il y a eu un moment, en particulier au moment de Fukushima, où je me suis dit, c'est peut-être le moment de commencer à écrire là-dessus et proposer des réflexions, en particulier sur le thème, je ne sais pas si vous voyez bien, l'île au bonheur. L'île au bonheur, en japonais, ça s'appelle Fukushima. L'île au bonheur s'appelle Fukushima. En dessous, il y a écrit « Homme, atome et cécité volontaire » et je pense que l'aveuglement volontaire c'est un sujet de méditation du bouquin qui raconte des histoires par ailleurs sur Fukushima, le nucléaire japonais, etc. etc. Et l'aveuglement volontaire est quand même le thème qui revient le plus souvent sur le fait qu'on reproduit une capacité assez extraordinaire à ne pas vouloir voir les événements du réel que nous avons nous-mêmes créés. Et de ce point de vue-là, le changement climatique, c'est le plus bel exemple que malheureusement on peut trouver en ce moment. Voilà, donc ça c'est un peu la suite des choses dont je vais parler. Pourquoi le poids de l'histoire? Le nucléaire, je pense que chacun ici en a conscience, c'est beaucoup de l'histoire et de la politique. C'est de l'histoire depuis la découverte de la radioactivité en 1896, je crois. Cette espèce d'énergie qu'on découvrait, qui avait un côté mystérieux, etc., qui est restée mystérieuse pendant assez longtemps, et qu'on a fini par comprendre de manière assez précise en ce qui concerne la manière dont elle se dégageait. Sinon, les raisons fondamentales, ça c'est encore plus compliqué, mais la manière dont elle pouvait se dégager des noyaux et donc des atomes, cette chose-là, on l'a comprise à peu près complètement, si je peux dire, la physique fondamentale, je veux dire, de cette émission, on l'a compris vers 1938. C'est-à-dire 1 an, 2 ans avant la guerre mondiale. Donc, au moment de la guerre mondiale, les choses étaient relativement claires. Ensuite, en 1945, je fais un saut, mais je vais revenir. En 1945, il y a la bombe. Il y a cette réaction dont j'étais indirectement témoin, si je peux dire, comme gamin. Je vous montre ce dessin-là parce qu'il est tout à fait significatif. En France, la bombe a été considérée dans la plupart des journaux, la seule exception, ou à peu près, c'est Albert Camus dans Le Combat. Tous les autres journaux, depuis l'Humanité jusqu'aux journaux de droite, de la sortie de la guerre, disons, l'Aurore était un de ces journaux, tous les journaux ont considéré que, effectivement, Hiroshima montrait une avancée scientifique très significative. Et il se trouve qu'aux États-Unis, beaucoup de gens, les politiques ont beaucoup insisté là-dessus, mais
parmi les intellectuels, disons, au sens très large, parce que là, il s'agit même d'un dessinateur, il y avait des gens qui avaient des idées un peu plus critiques. Et vous voyez là un savant avec l'atome sur un papier dans sa poche, qui tient une petite balle sur laquelle il a écrit « vie ou mort ». Il la tient devant un bébé qui s'appelle l'humanité, et il demande si le bébé veut jouer à la baballe. Et effectivement, ça fait 70 ans qu'on joue à la baballe, cette baballe-là. Et ce dessin date du 12 août 1945, c'est-à-dire 3 jours après Nagasaki, la deuxième explosion nucléaire. Donc, cette idée que c'est pas si simple que ça et qu'on est en train de jouer avec notre vie, elle dure depuis un certain temps. Alors maintenant, quelques minutes sur la physique, c'est le seul moment où je vais parler de choses de physique fondamentale, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je veux simplement vous rappeler ou vous dire que lorsque vous cassez une molécule dans l'essence, par exemple, dans le pétrole ou dans l'essence, vous récupérez une certaine énergie. Lorsque vous cassez un noyau, vous récupérez une énergie qui est 200 millions de fois plus grande. Un noyau d'un atome. Donc, clairement, l'énergie nucléaire, c'est sans proportion par rapport à l'énergie chimique. Le pétrole, c'est de l'énergie chimique. Il y a d'autres formes d'énergie chimique, ce qui se passe dans les plantes, par exemple, etc. Toutes ces énergies-là sont de l'ordre de 200 millions de fois plus faibles que l'énergie qu'on dégage quand on casse un noyau. Le noyau, il faut quand même le casser. Alors ça se fait avec des neutrons, des particules neutres qui sont dans le noyau. Il y a les protons et les neutrons. On envoie un neutron dans le noyau, ça casse le noyau. Il y a une centaine d'isotopes différents qui sont créés. Des isotopes, c'est des éléments chimiques avec des poids différents, mais c'est une centaine d'isotopes, et sur la centaine d'isotopes, il y a à peu près 90 éléments chimiques complètement différents les uns des autres. Donc il y a une très grande variété d'éléments. Ils sont radioactifs avec des périodes, c'est-à-dire des durées de vie qui sont plus ou moins longues, et il s'émet aussi des neutrons. Un petit nombre de neutrons pour chaque fission du noyau. Le neutron émis, il s'en va dans un autre noyau qui se casse. Celui-là, il émet aussi des neutrons, donc il y a une deuxième génération qui va casser des noyaux. Et ainsi de suite, il y a une espèce d'arborescence, il y a une succession de générations. La première génération, vous en cassez 2, la deuxième, vous en cassez 4, etc. Et vous continuez comme ça. Quand vous arrivez à peu près à la 16e génération, c'est-à-dire 16 fois ce même processus, vous avez 1 million de fois l'énergie dégagée par rapport à ce que vous aviez avant, qui était déjà 200 millions de fois plus grande que l'énergie chimique. Donc vous voyez que si les noyaux sont très proches les uns des autres, c'est-à-dire une boule de métal, quoi, tout simplement, et ben, en moins d'une microseconde, vous avez une énergie absolument phénoménale. C'est la bombe atomique, quand ils sont tous ensemble. Bon, maintenant, un réacteur nucléaire, quelle est la différence? Fondamentalement, le processus physique, il est exactement le même. Exactement le même. La seule différence, elle est énorme évidemment, c'est que les noyaux, on les éloigne les uns des autres, on met entre guillemets des barrières, c'est-à-dire qu'on change l'énergie des neutrons, on change la distribution des noyaux de telle manière que les neutrons ne peuvent pas les atteindre, certains ne peuvent pas les atteindre, d'autres peuvent les atteindre, etc. On diminue un peu la densité d'énergie, on diminue beaucoup même la densité d'énergie, et on essaye de la contrôler. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? En fait, on change les distances, on change la durée, on change des variables qui sont des variables linéaires. Alors le processus que je vous ai décrit tout à l'heure, cette espèce d'arborescence dont je parlais, les générations dont je parlais, c'est ce qu'on appelle un processus exponentiel. C'est-à-dire que c'est un processus qui augmente avec une rapidité phénoménale. Dans le cas d'un réacteur nucléaire,
les moyens de contrôle qu'on a, eux, ils sont linéaires, comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye, on doit se débrouiller pour arriver à multiplier les processus comme ça, pour ralentir le processus qui voudrait aller comme ça. C'est très délicat. C'est très sensible à toutes sortes de petites variations, que ce soit des variations de pression, des variations de rapprochement, des variations de densité, etc., etc. Et toute la difficulté du nucléaire civil, quand on veut faire un réacteur pour sortir de l'énergie, toute la difficulté, c'est de contrôler, avec ces moyens linéaires multipliés, un processus qui a tendance à diverger et potentiellement, il aurait envie d'exploser. Bon, un peu d'histoire. En 1945, donc, il y a une bombe atomique. 4 ans après, les soviétiques ont aussi la bombe atomique. Il y a une course aux armements qui démarre. Par la suite, il y aura aussi une course aux vecteurs pour transporter les bombes atomiques, les missiles, etc. On part dans la guerre froide. Il y a la guerre de Corée pendant 3 ans, entre 1950 et 1953, qui a fait énormément de morts et détruit à peu près complètement la Corée du Nord, entre parenthèses, parce qu'à cause des bombardements, et notamment des bombardements au napalm. Et puis, l'armée américaine, évidemment, les soviétiques ont fait la même chose avec un décalage en temps assez léger, ont voulu utiliser l'énergie nucléaire pour, par exemple, pour motoriser un sous-marin. L'intérêt de motoriser un sous-marin, c'est qu'il peut rester, il n'a pas besoin de se réalimenter en pétrole, et donc il peut rester sous l'eau pendant des mois, si c'est nécessaire, avec une circulation qui récupère de l'oxygène, etc. Donc, il y a un travail de la part des Américains pour développer un réacteur qui n'est pas un réacteur qui produit de l'énergie électrique, mais c'est un moteur. C'est-à-dire qu'il produit en fait de la chaleur, et cette chaleur est transformée, on fait tourner une hélice, etc., etc. Il y a des protestations, il y a des essais nucléaires dont on a beaucoup entendu parler, etc. En ce qui concerne le nucléaire civil, c'est-à-dire le nucléaire pour faire des réacteurs, eh bien, il se trouve que les gens qui avaient développé les premiers réacteurs qui ont permis de faire du plutonium pour faire la bombe atomique, etc., ces réacteurs-là, ils n'ont rien à voir avec les réacteurs qui fabriquent de l'énergie électrique. Ce n'est pas du tout les mêmes. Et quand on a essayé de faire avec les mêmes, ça a donné Tchernobyl. Donc ce n'est pas cela qu'il faut développer. Alors les gens qui ont développé les réacteurs pour faire de l'électricité, ils l'ont fait au départ presque pour s'amuser. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça serait intéressant de faire, on a un peu de temps, on a fait notre boulot, maintenant c'est les autres qui vont fabriquer la bombe, etc. Prenons le temps de regarder les différents concepts possibles de réacteurs différents qu'on serait capable de faire. Est-ce qu'on peut faire des réacteurs complètement différents les uns des autres? Et la réponse est oui. Donc il y a eu une exploration de la technologie qui a duré en gros de 1944, beaucoup entre 1944 et 1946, et ça s'est continué jusque, disons, vers 1950. Pas tellement plus. Après, on avait développé certains types de réacteurs tout à fait différents les uns des autres, et on en a construit quelques-uns, on a construit quelques modèles. Entre-temps, en 1949, et je vous demande de retenir la date, 1949, et de retenir un nom qui ne vous étonnera pas, Oppenheimer. C'est l'Oppenheimer de la bombe, mais il se trouve que Oppenheimer savait beaucoup de choses sur les processus nucléaires. Il a dirigé une commission dans laquelle il y avait quelques-unes des stars du développement de la bombe, qui était aussi une des stars du développement de la physique fondamentale qui avait conduit à comprendre comment fonctionnait la fission nucléaire. Il y avait des gens, je vous livre les noms, des gens comme Fermi, c'est un nom qu'on a souvent entendu. Ces gens-là, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient 4 ou 5, mais c'était des gens qui savaient à peu près tout sur le sujet, étaient chargés de discuter du thème, et c'est la Commission d'énergie atomique américaine qui leur posait la question, laquelle commission s'occupait essentiellement du nucléaire militaire. Pendant toutes ces années,
c'est le nucléaire militaire qui dominait. C'était ça la question. Et accessoirement, on s'intéressait à la possibilité d'utiliser cette énergie. On demande à la commission Oppenheimer, est-ce que le nucléaire peut servir à produire, par exemple, de l'énergie électrique? Et dans combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce que c'est long? La conclusion de la commission, c'est il faudra, 1949, il faudrait 15 à 20 ans de recherche pour répondre à deux questions. La première, elle est essentielle. Est-ce que c'est possible de le faire de manière sûre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un nucléaire qui ne soit pas dangereux, puisque la radioactivité était connue, on savait qu'elle pouvait créer des problèmes graves. La radioactivité est sous la forme de la fission nucléaire et de la bombe, on venait de voir ce que ça donnait. Donc, est-ce qu'on était capable de faire la même chose, mais en pacifique, contrôlé, et dans des conditions industrielles? Et je vous demande de retenir cette idée. Fabriquer un objet dans des conditions industrielles, c'est pas du tout la même chose que de faire des essais nucléaires. C'est pas la même chose que de faire exploser une bombe. Exploser une bombe, on prend le métal, à partir du moment où on sait récupérer de l'uranium enrichi, du plutonium, on ramasse tout ça, on passe 3 ans à travailler très dur, d'accord, mais au bout de 3 ans, on a une bombe. C'est pas très compliqué en fait, la bombe. C'est Oppenheimer qui l'a dit, c'est pas moi. Et par contre, un dispositif industriel qui marche comme une bagnole, ou comme un réacteur nucléaire idéalement devrait marcher, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de variables, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le processus exponentiel qu'on veut contrôler avec des moyens linéaires. C'est pas si simple que ça. Et la commission en question avait conclu ça exactement. C'est-à-dire, il y en a pour 15 à 20 ans pour savoir si c'est possible, et pour savoir, parmi tous les systèmes qui ont été essayés, lequel était le plus favorable. Alors je vous montre un dessin que je trouve très joli, très sympathique, si je peux dire. Cet arbre représente la filiation entre les différents types de réacteurs. Et la multiplicité des pommes, c'est la multiplicité de types complètement différents de réacteurs qui ont été conçus. Et la plupart n'ont pas été conçus simplement sur le papier, c'est pas simplement des calculs et des petits dessins, c'est des appareils qui ont été construits, enfin certains d'entre eux ont été, la plupart, ont été construits soit dans des laboratoires, donc à des échelles pas très grandes, hein. Un réacteur comme il en a été construit à cette époque-là, c'est à peu près la taille de la table, hein. C'est simplement une démonstration de faisabilité. Ça n'émet pas une puissance, ça met une puissance négligeable. Ça montre simplement qu'on est capable de contrôler la réaction. C'est toujours l'histoire, l'exponentielle et le contrôle, arriver à contrôler un processus qui a toujours tendance à s'envoler, à exploser. Voilà. Il a envie d'exploser, mais on ne veut pas que ça arrive, donc on lui met toutes sortes de contraintes en ajoutant des éléments, en retranchant certains éléments, etc., etc. Donc on fait des réacteurs de type complètement différent. Et on arrive à la situation, en voilà un par exemple. Ça c'est un réacteur qui a été construit. Celui-là, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Superphénix. C'est un réacteur à neutrons rapides, dont on parle aujourd'hui de nouveau, etc. Il a été conçu en 1946. Il a été construit, un premier a été construit cette taille-là. Un deuxième a été construit pour produire un peu d'énergie. Celui-là, il a allumé 4 ampoules, donc il a été connecté pour faire de l'énergie électrique. Et il a allumé 4 ampoules, il a montré que c'était possible, etc. On a même fait des essais dessus, et comme vous voyez, fusion partielle du cœur. Donc ils ont montré quelles étaient les conditions dans lesquelles on approchait de l'accident. Mais tout ça, c'est contrôlé par des physiciens et des ingénieurs qui l'avaient inventé. Donc, ça, c'est un exemple. Et au total, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Comment je vais catastrophe.
Au total, en 1949 ou 1950, à peu près au moment où de la commission Oppenheimer, 19 types complètement différents de réacteurs nucléaires avaient été testés et il avait été démontré qu'ils marchaient. Parmi eux, le premier, celui qui a donné lieu d'ailleurs à la première prise de brevet, c'est le réacteur à eau pressurisée. C'est le type de réacteur qui sont les réacteurs qu'on connaît en France, dont on a 56 exemplaires, et qui sont essentiellement les réacteurs qui fonctionnent au niveau mondial. Il y en a à peu près 450 au niveau mondial maintenant. Et ils ont tous à peu près le même type, à très peu de choses près. Donc c'est le réacteur à eau pressurisée, c'est le plus simple, c'est le plus robuste, et comme disaient les gens à l'époque, c'est le plus rustique. Et il s'est même trouvé quelqu'un qui, en 1986, donc après les accidents de Three Mile Island, et puis après Tchernobyl aussi, a fait une évaluation. C'était un professeur d'ingénierie nucléaire au MIT, qui est le principal laboratoire américain, le principal institut de recherche américain qui a travaillé sur ce type de réacteur par la suite, pendant la guerre froide. Il était prof là, il a fait une évaluation de l'ensemble et il a dit, finalement, le réacteur à eau pressurisée, encore une fois, c'est celui qui existe dans le monde. Hein. Ce réacteur-là, il a son rapport à ce que devrait être l'utilisation d'énergie nucléaire, c'est à peu près le rapport du ballon Hindenburg, du dirigeable d'Hindenburg par rapport à l'aviation commerciale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une technologie qui est immature, c'est une technologie qui n'est pas complètement aboutie, c'est une technologie qui aura toujours le problème du risque d'accident. Donc, comment on fait dans ces conditions-là? Il se trouve qu'en 1953, toujours à cause de la guerre froide, toujours à cause des rapports Union soviétique, États-Unis, etc., Eisenhower fait un discours aux Nations Unies dans un contexte où la confrontation États-Unis-Union soviétique, elle est autour d'un thème sympathique, c'est la paix. C'est-à-dire que les deux cherchent à proposer des solutions pacifiques, l'arrêt de la guerre froide. Et ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu cette période. Et donc en 1953, Eisenhower fait un discours qui s'appelle Atomes pour la paix, dans lequel il propose d'offrir le nucléaire au monde, c'est-à-dire lever tous les secrets de la fabrication des réacteurs, etc., etc. Il revient chez lui et ses conseillers lui disent « c'est une bonne idée, mais on n'a pas de réacteur capable de fournir de l'énergie au monde. On ne sait pas faire un réacteur qui produit de l'électricité. On a des modèles, on a les petits modèles dont je parlais tout à l'heure, mais on ne sait pas faire ça à l'échelle industrielle. » Eisenhower dit, on est dans la politique, c'est vital, débrouillez-vous, faites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent aux industriels, parce qu'aux États-Unis, c'est les industriels qui construisent les réacteurs nucléaires. Ils s'adressent aux industriels, les industriels disent, il n'y a pas de marché, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin, on a du pétrole, etc. C'est pas le moment, ça n'a aucun intérêt. On sait faire les réacteurs qu'on a fait pour le sous-marin, ils étaient en train de travailler dessus, ils n'étaient pas encore aboutis, mais c'était en train d'être fait. Celui-là, on sait le faire, on sait faire marcher un moteur, on n'est pas sûr que ça marcherait pour faire de l'électricité. Il leur dit, je paye tout. C'est le gouvernement qui paye tout. Et en particulier, il paye l'assurance, non seulement sur des retards éventuels, mais aussi sur les accidents potentiels. Ça, c'est resté. C'est les États qui paient les risques d'accident. L'assurance, les assurances privées ne payent jamais les accidents nucléaires. C'est resté encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un réacteur nucléaire qui est celui du sous-marin. C'est le réacteur du sous-marin. On multiplie par 3 toutes les dimensions. On récupère un cœur de réacteur
qui se trouve avoir la bonne taille qui était prévue pour faire un réacteur, pour faire marcher un avion, un projet qui n'a jamais marché, qui a coûté une fortune, qui a été arrêté. Alors on a pris ce cœur-là, on l'a mis dans le réacteur de sous-marin, enfin la copie du réacteur gonflé, et on a mis derrière une turbine, etc., et on a alimenté une ville qui s'appelle Shippingport, en 10 000 habitants, 20 000 habitants, quelque chose comme ça, en électricité, et ça a marché. Et donc, c'était le succès mondial du nucléaire industriel. Mais c'est un projet qui n'était pas fait pour ça, qui n'était pas abouti, qui n'était pas le système dont la commission Oppenheimer avait dit que ce serait bien d'arriver au point où on a la sûreté absolue, etc., etc. Mais c'est le système qui a fonctionné. Et il a fonctionné essentiellement parce que, à l'époque, comme ensuite, et notamment en France, on l'a vérifié, quand les équipes qui font tourner le réacteur sont suffisamment bien formées, qu'elles sont suffisamment nombreuses et que la compétence est maintenue à jour, notamment quand il y a des pépins qui n'avaient pas été prévus et qu'on leur fait des entraînements, etc., on arrive à faire marcher ces réacteurs. Et le miracle, entre guillemets, c'est que pendant 70 ans, dans beaucoup de pays, à quelques exceptions malheureuses près, comme Fukushima par exemple, ça a tenu le coup. Ça a tenu le coup jusqu'où? C'est la question qui va être posée tout à l'heure. Bon, au bout d'un moment, les industriels en particulier, puisque c'était eux qui avaient la charge de développer le nucléaire civil à partir d'un certain moment, en parallèle avec le travail que faisaient les mêmes industriels sur le nucléaire militaire, qui était celui qui leur rapportait énormément d'argent. Et encore, je vous rappelle que, enfin je vous signale plus exactement, que la formation des équipes pour travailler sur les uns ou pour les autres, comme les phénomènes physiques de base sont les mêmes, et que les problèmes qui peuvent se poser sont très souvent les mêmes, quelquefois différents quand c'est des problèmes strictement industriels, mais très souvent sur des aspects technologiques, c'est à peu près les mêmes. Il y a une circulation constante entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire au niveau des personnes et au niveau des technologies. Et au niveau des fabrications aussi. Parce que dans le nucléaire, il n'y a pas seulement les réacteurs, il y a aussi le cycle du combustible. Pour fabriquer le combustible, il y a toute une industrie qui est très lourde et qui, elle aussi, est impliquée de la même, alors là, pour le coup, de manière tout à fait identique, entre le militaire et le civil. Donc les deux vont toujours de pair. Et quand un pays s'intéresse à l'énergie nucléaire, par exemple l'Arabie Saoudite, dont il est assez clair que s'il s'intéresse au nucléaire, c'est pas parce qu'il manque de pétrole, c'est toujours avec l'idée que le nucléaire civil, ça sert à former des gens qui peuvent éventuellement, par la suite, si c'est nécessaire, développer un nucléaire militaire. Les deux ne se séparent jamais. Bon, alors il s'est produit un certain nombre d'événements du style Fukushima. Au bout d'un moment, les scientifiques, alors il se trouve que c'est les scientifiques américains, c'est le journal des scientifiques américains, dont je vous montre un dessin là. En 1971, ils avaient déjà réalisé que le nucléaire qui était en train d'être fabriqué, c'était probablement pas le bon, et qu'on était en train de faire la chasse à un atome qui courait plus vite que le niveau intellectuel, enfin le niveau de technologie, disons, de développement technologique de ceux qui voulaient le maîtriser. Cette technologie, donc, qui était ce qu'elle était, elle a connu un grand développement pendant les années, disons, de 1960 à 1980 à peu près. Ensuite, en particulier après l'accident de Three Mile Island, qui est une fusion partielle du cœur, en gros ce qui s'est passé à Fukushima, mais ça n'a pas été aussi loin que Fukushima, ça a été un moment où la profession a réalisé qu'il y avait un risque qui était un risque absolument considérable. Et donc, une chute des commandes de réacteurs nucléaires. Il y avait en même temps une campagne, c'était le moment de la prise de conscience, du début de la prise de conscience écologique, en particulier par des livres comme Le Printemps silencieux de Rachel Carson, qui était
un travail de biologiste, quoi, tout à fait dans l'esprit de ce qui se fait dans ce labo d'ailleurs, et qui montrait qu'il y avait des problèmes de développement, que le monde ne pouvait pas se développer, utiliser de l'énergie jusqu'à plus soif, parce qu'il y a un moment où il n'y en aurait plus assez, il n'y aurait plus de matériaux, il n'y aurait plus de matières premières, etc., etc. Un début de prise de conscience dans ces années 60-70, et donc tout ça est vrai, mais la raison essentielle des industriels, et la raison essentielle pour laquelle on a cessé de développer les réacteurs, c'est pas l'idéologie des écolos, c'est le fait que ça ne rapportait pas et que c'était risqué. Que s'il y avait un accident, l'accident, c'était pas un accident qui allait être très localisé, même un accident du type Seveso, qui est un accident considérable, qui a fait quand même beaucoup de morts, hein. Je crois que c'était 5000 morts. Non, je confonds avec Bhopal. Mais des accidents de ce genre sont des accidents qui sont importants. Mais un accident nucléaire, c'est 10 fois ça, ou 100 fois ça, suivant les conditions dans lesquelles il y a lieu. Et ça, la prise de conscience, elle a eu lieu chez les industriels, et aussi, dans une certaine mesure, chez les scientifiques, à partir de ce moment-là. Et donc, vous voyez la courbe qui diminue. Elle a atteint un niveau moyen, qui est en gros le niveau de survie des réacteurs qui ont été construits dans la période où ça augmentait. Et ça a donné une production, un nombre de réacteurs qui est resté constant depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, à peu près constant. Et quand il a commencé à baisser, il a été récupéré un peu par des réacteurs chinois, mais c'est des chiffres assez faibles, hein, c'est inférieur à 30. Et donc, en gros, il y a 450 réacteurs depuis les années 80, et maintenant c'est descendu à 415 dans ces eaux-là. Et la question, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où la plupart de ces réacteurs ont été construits dans une période qui était relativement étroite? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand ces réacteurs vieillissent? Alors, je vais y revenir tout à l'heure, mais je voudrais dire un mot d'abord sur le paysage dans lequel ça se passe. Parce que tout ça, ça se passe dans des conditions où le développement du nucléaire, avec les 450 réacteurs en question, ça se passe dans des conditions où le nucléaire, l'énergie électrique d'origine nucléaire, représente 9% de toute l'énergie électrique mondiale, 9%, et 2% de l'énergie totale consommée. 2%. Donc quand on tient des grands discours sur le nucléaire, sur l'avenir du nucléaire et le potentiel du nucléaire, etc., on est en train de parler de quelque chose qui représente aujourd'hui 2% de l'énergie totale consommée et 9% de l'énergie électrique. Donc, c'est un chiffre qui est intéressant de savoir, parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres types d'énergie auxquelles il faut s'intéresser, et puis il y a aussi la question de savoir, qui est une question absolument majeure, c'est est-ce qu'il faut continuer à utiliser l'énergie de la même manière, pour les mêmes objets, de la même façon? Par exemple, les transports. Est-ce que c'est raisonnable de développer les voitures, les SUV, etc., etc. Ces questions-là, tout d'un coup, elles prennent leur place dans un système où le dispositif énergétique, ben, le nucléaire, représente quelque chose de très petit dans cette ensemble. Alors justement, le changement planétaire. On a un monde qui est en crise, on s'en est aperçu, je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. Et la question c'est, quel est le rôle de l'énergie? Mais la première question c'est, qu'est-ce qu'on a comme temps? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on a comme temps devant nous? Alors je dis quelque chose qui est peut-être évident pour beaucoup de gens, mais je préfère insister dessus quand même. L'humanité émet des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, en gros du CO2, hein, mais c'est vrai aussi du CO2 plus méthane. Le méthane est encore pire que le CO2, entre 20 et 80 fois pire. Donc, si on en émettait 350 ppm, si on en émettait 450, on est actuellement aux alentours de 420. Si on en émettait 550, on atteint des températures, vous voyez ici à gauche,
ça c'est en fonction du temps, on atteint des températures qui sont aujourd'hui, 1,7 degrés au-dessus de des températures moyennes du globe en 1990. Et si on continue comme ça, on va atteindre des températures qui, avec 550 par exemple, seront de l'ordre de 2,7 degrés. C'est-à-dire que c'est vraiment la limite de survie de l'humanité, quoi. Et pas seulement de l'humanité, mais de la biodiversité, de la plupart des animaux, etc., et des plantes. Donc on est dans des... Et tout ça, ça se passe, c'est surtout ça que je voulais montrer, ça se passe dans cet intervalle qui est entre 2000 et 2050. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 5 ans, on peut attendre 5 ans et on va décaler cette courbe. Non, on ne va pas décaler cette courbe. C'est maintenant que ça se passe. Et on réussit ou on rate maintenant, entre maintenant et 2050. C'est-à-dire que, avec le changement qui a déjà eu lieu, avec la quantité de gaz à effet de serre qu'on a déjà introduit dans l'atmosphère, et celui qu'on se prépare à continuer d'introduire dans l'atmosphère, si on écoute M. Pouyanné parler de comment obtenir des bénéfices pour Total Energy, on a une situation dans laquelle on continue à pomper des gaz à effet de serre dedans, on pompe moins en ce moment qu'on en pompait avant, mais on continue à en pomper, et les compagnies pétrolières continuent à chercher de nouveaux gisements, etc., pour les exploiter, tout en nous expliquant qu'ils font aussi des efforts sur une certaine reconversion, de décarbonation, etc., etc. On nous tient un discours qui n'est pas complètement fou, ça personne ne croirait, mais qui n'est absolument sans rapport avec l'urgence des efforts qu'il y a à faire et l'amplitude des efforts qu'il y a à faire dans cet intervalle de temps qui est, lui, complètement déterminé. Il est déterminé par la physique. Il n'est pas déterminé par la volonté de tel ou tel. Il est déterminé par la physique et c'est maintenant ou alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, le forçage physique, c'est les conditions physiques qui sont créées par cette augmentation de température. Géographique, biodiversité, etc. Je ne développe pas parce que je crois qu'on a tous en tête des exemples, y compris très récents. La température à Delhi, 50 degrés, la température qu'on a connue dans cette région ici en particulier, qui sont tout à fait inattendues, la fonte des glaciers, le permafrost, etc. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que non seulement c'est nous qui avons mis les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais ça c'est la responsabilité initiale, mais il va y avoir un effet sur nous. C'est-à-dire que, et on le sent déjà, pensez aux gilets jaunes. Quand vous avez des conditions dans lesquelles vous développez un certain type de société où, par exemple, les gens habitent loin, ils ont besoin de voitures pour aller dans des endroits qui ne sont pas équipés de manière collective, etc., etc. Toutes ces conditions qu'on connaît parfaitement les uns et les autres, c'est des conditions qui sont des conditions sociales. Donc l'interaction entre le changement climatique et le changement social qui va se produire, qui se produit déjà, il est absolument soudé. Les deux sont absolument inséparables. Et si on veut changer, si on veut réduire, par exemple, réduire la production de gaz à effet de serre, des choses comme ça, il va falloir que la société choisisse comment faire pour le réaliser. Elle ne peut pas continuer à dire on va continuer à développer l'énergie parce qu'il faut davantage d'énergie pour arriver à créer des data centers dans lesquels on va mettre nos vidéos et nos photos, etc. Je vous rappelle que, pour prendre cet exemple des data centers, ce qu'on appelle le cloud, là où on stocke les vidéos, etc., grâce à ces progrès magnifiques, sans parler de la 5G, la 5G c'est encore pire, dans 10 ans, ça consommera 30% de toute l'électricité que fabriquera l'humanité. 30%. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc,
On peut tenir le même raisonnement sur les modes de production industrielle, sur l'agriculture, à l'évidence. On a vu les problèmes auxquels on est confronté pour obtenir un changement de l'agriculture du stade industriel tel qu'il existe aujourd'hui à un stade qui serait un peu plus compatible avec les effets de changement climatique, etc. Donc les deux vont ensemble. Et la décarbonation, elle passe essentiellement par des réorganisations d'infrastructures d'une part, de conditions de vie et de travail. Et ces choses-là vont avoir lieu quand... ce n'est pas des choses de demain, ce n'est pas des choses auxquelles on peut dire on verra quand on y sera. Ce n'est pas vrai. C'est en train de se produire et nos enfants et nos petits-enfants, ils ne connaîtront pas le même monde que le nôtre. Et quand on dit ça, ce n'est pas des phrases en l'air, c'est très concret, c'est y compris sur ceux qui vont manger, ceux qui vont réussir à atteindre comme moyen de développement, comme réorientation de mode de vie supportable, etc., etc. Donc énergie et société sont absolument inséparables. Alors dans ce contexte-là, le nucléaire. Le nucléaire d'aujourd'hui, c'est une situation qui est au bord de la crise. C'est-à-dire qu'on parle de l'effet falaise, c'est le président de l'agence de sûreté nucléaire qui le dit. Il y a un effet falaise, il y a vraiment une situation qui est assez critique. Les réacteurs ont tous été construits dans une période assez étroite, qui est de l'ordre de 15 ans, 15 à 20 ans, et ensuite, EDF a cessé de fabriquer des réacteurs nucléaires. Donc, comme par hasard, c'était la même époque où EDF a été privatisé, comme d'autres organismes, comme ce qui est devenu Orano, d'autres grosses boîtes qui avaient participé au nucléaire. Eh bien, on a un problème de marché, on est confronté à des problèmes financiers, etc. Donc on dissout les équipes, les gens partent à la retraite, on ne les remplace pas. Et quand on ne les remplace pas, dans les conditions où ça s'est produit, en particulier à EDF, il y a des tas de circonstances, pas toutes, mais dans beaucoup de circonstances, pas celle de la conduite des réacteurs, ça a été modéré, mais dans les autres domaines, tout ce qui concernait la construction de nouveaux réacteurs ou la conception de nouveaux réacteurs, les gens étaient simplement, on les a laissés partir, on a perdu les compétences, elles n'ont pas été transférées. Alors, EDF est devenue une boîte financière. Vous savez qu'EDF, qui était largement bénéficiaire, le gouvernement récupérait une bonne partie des bénéfices d'EDF. On estime, enfin certains estiment, que la moitié de cet argent est parti dans le nucléaire militaire pour la force de frappe. Je ne sais pas certain, mais enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Et en tout cas, ça a été récupéré par le budget général, au moins. Il n'y a pas eu d'action de mise à jour, de développement sur les réacteurs pendant 30 ans. Des commissions du Parlement, des commissions de la Cour des comptes, etc., ont tiré le signal d'alarme. Ce n'est pas des révolutionnaires, hein. Ce n'est pas des écolos. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des gens, simplement, des gens qui regardaient les factures, qui regardaient les problèmes, qui regardaient concrètement comment ça se passait et qui disaient attention, ça ne se passe pas bien, vous allez avoir des problèmes, les réacteurs vont avoir des problèmes. La production a commencé à chuter, c'était moins 30% en 2020, c'était une mauvaise année, hein, ça s'est remonté un petit peu après. L'inspection décennale qui a eu lieu tous les 10 ans, on vérifie l'état des réacteurs. En principe, l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un organisme qui dépendait du ministère de l'Environnement et de l'énergie aussi, et qui vérifiait l'état des réacteurs, qui vérifie toujours l'état des réacteurs. L'IRSN vient d'être inclus dans l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui pose un problème, parce que ça veut dire que ceux qui inspectent et qui donnent l'information, qui donnent une information objective, après, les gouvernements décident.
Et il y a une séparation totale, enfin il y avait une séparation totale entre cette évaluation qui était faite par l'IRSN et les décisions qui étaient proposées par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité indépendante et qui a la possibilité de dire vous arrêtez le fonctionnement de tel réacteur parce qu'il n'est pas en état de poursuivre d'après ce que nous dit l'IRSN. Bon, ça a été supprimé. On a intégré l'un dans l'autre, de sorte que la pression qui peut s'exercer sur l'autorité pour dire on continue, on est pressé, il faut continuer à développer, il faut continuer à utiliser tel et tel réacteur, cette pression, elle n'est plus contrebalancée par une évaluation objective qui a été faite par l'IRSN. Donc on a un problème de ce côté-là qui nous pend au nez. On en a un autre qui est le fait que ces inspections au bout de 40 ans ont montré que les premières inspections ont montré qu'il y avait des problèmes de vieillissement qui étaient des problèmes sérieux. Ils étaient tellement sérieux que ça a abouti à la création d'un programme qui s'appelle le Grand Carénage, dont on entend parler. C'est pas un petit programme, hein. C'était annoncé 50 milliards, ça va être probablement entre 80 et peut-être même davantage milliards d'euros. Et c'est un programme qui permet, dont l'objectif est la mise à jour, la mise en état des réacteurs pour les rendre capables de fonctionner normalement alors qu'ils ont atteint un âge auquel on avait prévu de les arrêter. Pourquoi on avait prévu de les arrêter? Alors là, encore un tout petit mot qui ressemble à de la physique, c'est si vous avez un cœur de réacteur et que vous avez une cuve, on peut tout changer à l'intérieur du réacteur, la tripaille, on peut la changer complètement, etc. C'est compliqué, c'est très cher, ça demande des arrêts qui coûtent des fortunes, etc. Et pendant ce temps-là, évidemment, ça ne produit pas d'électricité, mais c'est possible. Par contre, il y a une chose que vous ne pouvez pas changer, c'est la cuve. La cuve, elle, c'est de l'acier de 25 cm d'épaisseur, c'est à l'intérieur d'un système où le béton l'emprisonne, etc., etc. Ça ne se change pas. Or, la cuve, elle est irradiée par le cœur du réacteur, au niveau du cœur du réacteur. Elle est irradiée au bout de 40 ans. Tous les atomes de la cuve, du métal qui constitue la cuve, ont été déplacés au moins une fois. C'est-à-dire que si vous avez un alliage, évidemment ces cuves sont faites d'un alliage d'acier très spécial, cet alliage, il a une certaine structure qui lui donne les qualités nécessaires pour résister aux montées et descentes de température, un peu à l'irradiation, mais surtout aux montées et descentes de température et aux changements de pression, etc. etc. Au bout d'un moment, irradié comme ça, c'est plus le même métal. Donc, au bout de 40 ans en particulier, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quelle information on a? Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a des réacteurs qui avaient fonctionné pendant un peu moins de 40 ans, qui avaient été arrêtés, qui avaient été démontés il y a déjà pas mal d'années. La radioactivité des cuves en particulier qui avaient été démontées avait diminué au cours du temps, et c'est des objets qu'on aurait pu débiter en tranches et sur lesquels on pouvait faire des essais et savoir quelle était la qualité de l'acier et quels étaient les problèmes éventuels ou pas que cet acier avait pour résister et continuer à fonctionner plus longtemps que 40 ans. Ces études n'ont jamais été faites. Jamais. Ça, c'est un truc auquel j'ai été impliqué. J'ai vérifié personnellement que c'était le cas. Il se trouve que je connaissais la femme qui était présidente de l'autorité de sûreté nucléaire des États-Unis, et je lui ai demandé directement, est-ce que tu sais si des études de ce genre ont été faites? Elle m'a répondu, c'est une bonne idée. Non, ça n'a jamais été fait. Alors le grand carénage, il fait face à un certain nombre de problèmes, notamment les problèmes de soudure. Vous avez entendu parler des soudures, vous avez entendu parler pour lesquelles on est allé chercher des soudeurs aux États-Unis parce que les EDF n'en avaient plus. C'est des soudures très spéciales. Vous avez entendu parler de la corrosion sous contrainte, c'est un terme un peu compliqué, mais enfin bon, en gros, ça se passe aussi dans les robinets de nos salles de bain et de nos cuisines. Simplement, c'est beaucoup plus grave quand c'est un réacteur nucléaire avec des canalisations qui sont absolument énormes et toutes les difficultés que ça peut
entraîner, etc. Donc, il y a des problèmes de vieillissement. Ces problèmes existent. Et contrairement à ce que dit EDF, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnages illustres qui seraient très bien placés pour savoir que ce n'est pas vrai, on ne sait pas. On n'est pas capable de dire quel est l'état des différentes cuves, compte tenu de la manière dont elles ont été préparées il y a 40 ou 45 ans. On en est presque à 50 ans maintenant pour certains réacteurs. Et quel est leur état réel, jusqu'où elles peuvent aller, etc. Je ne dis pas qu'elles vont nous péter à la figure, je dis simplement qu'on ne sait pas. On est dans la situation où on n'est pas capable d'affirmer de manière certaine que tel ou tel réacteur est capable de poursuivre ou pas. Il y a d'autres problèmes aussi. Il y a le combustible usé. Alors, comme vous avez entendu parler de la HAG, on met le combustible qui sort du réacteur, il faut le changer tous les 2 ans et demi, 3 ans, peut-être un peu plus quelquefois. On le met dans une piscine à la HAG. Cette piscine est énorme, elle a une capacité de 16 000 tonnes. Le remplissage aujourd'hui, c'est donc 14 000. Elle va être bientôt pleine. Et le EDF demande la construction d'une deuxième piscine. Cette deuxième piscine, pour la construire, ce n'est pas une piscine olympique, hein. C'est une piscine très compliquée, avec des équipements très très particuliers et très lourds. Il faut 10 ans pour construire une piscine comme ça. 10 ans. Et ça coûte plus d'1 milliard. Entre 1 et 2 milliards. Bon. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas le temps. Hein. On n'a pas le temps, et il va falloir, si on veut développer du nucléaire, le combustible usé, il va falloir le mettre quelque part. Donc, cette question se pose. Une autre question, c'est le cycle. Le cycle du nucléaire, comme vous voyez là, c'est on sort de la mine, on fabrique du combustible. Donc, tout ça, c'est des processus industriels qui sont des processus très lourds. Hein. On fabrique du combustible, on met dans le réacteur, ça sort du réacteur et ça finit par faire des déchets. Et je ne vais pas développer, mais on sait que le problème des déchets n'est pas un problème résolu. C'est un problème sur lequel il y a encore énormément de travail et dont on ne sait pas vraiment si on est capable de le résoudre de manière intelligente. Mais en France, on est plus fort que les autres. Hein. On ne s'est pas arrêté là. On a décidé que, pour des raisons militaires au départ, on allait recycler. Pourquoi je dis des raisons militaires ? C'est que quand vous fabriquez du nucléaire civil, vous pouvez aussi fabriquer du nucléaire d'intérêt militaire, c'est-à-dire enrichir davantage d'uranium, en faisant du recyclage. Un recyclage, un processus chimique qui demande des usines, des endroits très particuliers, etc. Le nucléaire français, entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, il est à peu près partout sur le territoire. On s'imagine qu'il y a quelques endroits comme ça, à droite et à gauche. C'est pas vrai. Si on regarde la carte, je crois que c'est le réseau Action Climat ou quelque chose, ou peut-être le réseau Sortir du nucléaire, je ne sais plus. L'un des deux a fait une carte avec tous les sites nucléaires et les transports qui ont lieu entre les sites nucléaires. Alors bon, c'est peut-être qu'il force un peu la dose sur certaines choses, mais pour l'essentiel, la carte est juste, c'est-à-dire c'est des sites sur lesquels il y a effectivement du travail sur le nucléaire. Donc c'est très largement répandu, c'est des niveaux très différents de mode de production du nucléaire, mais c'est essentiellement lié à cette question-là, c'est-à-dire le combustible, comment on le transforme, qu'est-ce qui devient, comment on le recycle, et comment éventuellement on en fait des déchets et on stocke les déchets. Donc il y a un niveau de complication, il y a un niveau de coût industriel, c'est ça le message, qui sont vraiment très, très considérables. Et avec cet argent-là, on ne fait pas autre chose. Alors, une crise à venir, bon, j'ai résumé les questions là, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. On a besoin d'une base industrielle. On a besoin d'une base industrielle qui est très particulière,
très spécialisée. Cette base industrielle, elle existait dans les années 70. Elle a diminué de manière très importante en France aujourd'hui. Et voilà un exemple. Donc la question c'est, est-ce que c'est compatible avec les urgences de restructuration pour le changement climatique dont je parlais tout à l'heure? Voilà l'état industriel de la France, vu de manière très globale. Ce que vous voyez en abscisse en bas là, c'est les années depuis 1970 à 2022. Ce que vous voyez en violet foncé, c'est l'industrie qui a diminué à peu près de moitié en ce qui concerne la contribution au produit intérieur brut. De moitié. Vous voyez que les services ont augmenté, et l'augmentation des services est très intéressante, parce que ce n'est pas simplement les livreurs de pizza, les services. C'est les gens qui avant produisaient et qui aujourd'hui se trouvent dans la situation de transmettre, de transférer dans la fabrication, dans la dernière étape de fabrication, les produits qui, eux, ont été délocalisés au Maroc, en Roumanie, en Inde, en Thaïlande, etc., etc., etc. Cette délocalisation qui a été produite pendant les années 80, à partir des années 80, elle a un effet qui se traduit directement sur le produit intérieur brut et qui se traduit aussi sur la population disponible, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent effectivement, par exemple dans l'industrie, où on a aussi des emplois industriels qui ont diminué à peu près de moitié, même un peu plus, je crois, avec donc cette augmentation dans les services. Donc on a une situation industrielle qui n'est pas du tout favorable à faire un développement nouveau de haute technologie de long terme, alors que l'urgence, c'est de faire des modifications de court terme dans les années qui nous restent entre maintenant et 2030-2050. On aurait diminué de moitié d'ici 2030 et de 100% en 2050. En 2050, on devrait atteindre l'équilibre entre la production de nouveaux gaz à effet de serre et l'élimination ou la non-production de ce qu'il y avait avant. Alors le nucléaire au futur, très rapidement, compte tenu de ce que je viens de dire, les questions sont très claires. La faisabilité, l'expérience, le temps, je crois que ce que j'ai dit et le support industriel, ce que je viens de dire, je n'ai pas besoin de développer trop, on peut peut-être en parler après. Le coût technique et humain, c'est on fait ça, on ne fait pas autre chose à la place. Un mot quand même sur la cohérence du projet tel qu'il est proposé par le président Macron, la création de 6 EPR plus les SMR, les petits réacteurs modulables, qui sont en fait la reprise de ce qui était fait dans les années 40, fin des années 40, début des années 50. Et la question de qu'est-ce qu'on serait empêché de faire à la place? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on ne fait pas? Alors je prends un exemple, j'insiste sur le fait que c'est un exemple, c'est pas le seul. Et c'est pas forcément celui le plus urgent. Mais je trouve qu'il est très éclairant parce qu'on entend dire, ouais, le solaire, d'accord, mais le soleil brille pas la nuit, le vent souffle pas quand il n'y a pas de vent, etc., etc. Bon, quand même, une cellule photovoltaïque, si le rendement est de 20%, l'énergie obtenue par an, c'est 260 kWh par mètre carré, en tenant compte du fait que la production du solaire n'existe pas pendant la nuit. Et ça veut dire qu'avec 10 mètres carrés de solaire et un rendement qui est à peu près le rendement qu'on est capable de faire aujourd'hui, on est capable de fournir l'électricité nécessaire en moyenne par habitant français. Bon, c'est pas si simple que ça, évidemment. Parce que quand vous faites de la production industrielle, vous avez besoin de quantités de courant qui ne sont pas les mêmes que quand vous faites marcher un four à micro-ondes, etc., etc. Donc,
il y a plein de problèmes. Il y a aussi les problèmes de distribution des énergies renouvelables. Ce problème n'est pas si dramatique pour l'instant, en tout cas, il n'est pas si dramatique que ça, entre parenthèses. Quand on nous dit oui, mais c'est pas la même façon de distribuer l'énergie électrique, etc. C'est vrai, il faut la gérer, l'intelligence artificielle nous aidera, d'une manière générale, l'informatique est absolument indispensable, etc. D'accord, tout ça est vrai, mais avec une gestion intelligente, jusqu'à 30% de contribution des énergies renouvelables, il n'y a pas de problème. On peut utiliser le réseau tel qu'il est. 30%, c'est à peu près, je crois, c'est 5 fois la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a de la marge, on peut avoir, à condition de faire les développements rapidement, mais ils sont en train d'être faits dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Chine, évidemment, très rapidement en Chine. Il y a des développements qui sont tels que c'est pas un problème qu'on ne sait pas faire, c'est un problème qu'on sait faire, et il faut simplement faire le boulot. La manière dont ça se développe, pour prendre l'exemple du solaire, mais il y a aussi l'exemple de l'éolien sur mon graphique. Ce que vous voyez là, c'est la contribution, c'est la puissance installée en fonction du temps, en fonction des différentes années. Et ce que vous voyez, c'est que le solaire, en termes de puissance installée, ça ne veut pas dire qu'il faut tenir compte du rendement, etc. Hein. Je ne suis pas en train de vendre du vent, si j'ose dire. C'est la puissance totale installée, dont on utilise effectivement, compte tenu des différents problèmes, le rendement des cellules et le fait que le soleil n'est pas là la nuit, on en utilise un tiers, à peu près, un petit tiers. Bon, donc, c'est pas toute la solution, mais ce que vous voyez, c'est la vitesse à laquelle ça augmente. C'est beaucoup plus simple que le nucléaire. C'est beaucoup moins cher à installer, c'est beaucoup moins cher à produire. Il y a une diversité de possibilités, d'approches, etc., qui est absolument spectaculaire, et ça va très très vite. Cette montée est vraiment très très rapide. Donc c'est une des solutions. Il y en a d'autres. Il y a l'éolien, il y a aussi, et c'est absolument crucial, ce qu'on est capable de faire, et c'est là qu'on retrouve le problème social dont je parlais, enfin le problème de société dont je parlais tout à l'heure, c'est comment on fait pour garantir de la sobriété. La sobriété, c'est aussi des gains d'efficacité, donc c'est de la recherche. C'est de la recherche intelligente, qui est à la fois de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche technologique associée. Donc, être capable de gagner en efficacité. Et puis, il y a la réduction de l'utilisation d'énergie avec les transports collectifs, etc. On va revenir là-dessus peut-être tout à l'heure. Et donc, ce que je voulais vous montrer, j'ai presque fini, c'est, vous avez à gauche la capacité installée. Ce que vous voyez, c'est que le nucléaire en mauve, il est à peu près constant. La capacité installée, alors là, pour le coup, ça tient compte, c'est la capacité totale installée. Vous voyez que ça augmente, c'est 2 fois le nucléaire. Alors il faut tenir compte du rendement, du fait que le soleil ne brille pas la nuit, etc. Donc l'utilisation, elle n'est pas au niveau du nucléaire encore, mais ce que vous voyez bien, c'est la figure de droite. L'utilisation réelle, c'est-à-dire la production effective, la consommation effective d'électricité, vous voyez que les renouvelables et le solaire, et en particulier l'éolien, arrivent dans les zones où le nucléaire produit déjà. C'est en train de le dépasser. C'est pas pour dire qu'il faut automatiquement que le nucléaire, il ne faudra jamais en faire, et que les énergies renouvelables, c'est la panacée. C'est pas vrai. Il va falloir du travail sur les renouvelables. Il va falloir surtout du travail d'une société qui se met d'accord sur la manière dont elle souhaite aborder enfin
de manière sérieuse cette période qui nous reste, qui était de 50 ans et qui maintenant est de, pas tout à fait 30 ans, tout juste, et pour affronter les problèmes enfin, la survie, quoi. Alors, il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées, il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus. Le développement industriel adapté à l'urgence de la transition énergétique est pas résolu. Il y a des propositions. Il y a M. Pisani-Ferry, qui est un inspecteur des finances, mais qui était aussi un économiste connu, qui était le conseiller qui avait fait le projet Macron, le projet d'économie pour Macron au moment de sa première élection. Il a été chargé de faire un programme sur le développement des économies d'énergie, des ENR entre autres, mais aussi d'une manière générale sur le développement de l'économie. Et il avait dit, si on veut faire sérieusement, si on veut répondre sérieusement aux besoins exprimés par le GIEC, c'est 60 milliards par an à trouver. 60 milliards à trouver pendant une dizaine d'années, pour arriver à atteindre les objectifs que proposait, qui seraient en conformité avec les limites physiques que le GIEC avait définies. Le projet était à peine sorti dans la presse que la présidence de la République a annoncé qu'il n'était pas question de le mettre en œuvre. Il y a tout de même un problème. Et depuis, on a vu un certain nombre de reculs sur toutes les avancées qui avaient été obtenues et que Macron, entre autres, avait proposé, avait poussé pendant un moment. Et là, on a un retour en arrière qui met en cause véritablement la capacité d'affronter cette courbe tellement raide que je vous montrais tout à fait au début. Donc, il y a un débat organisé, un vrai débat. Débat, combat, il faudrait mieux que ce soit un débat. Parce qu'une société une société qui affronte les difficultés du changement climatique telles qu'elles sont en train d'apparaître, hein, la disparition des vignes ici, donc la production vinicole, avec tout ce que ça implique pour les gens, et en particulier les gens qui ne gagnent pas forcément des fortunes. Il n'y a pas que les Japonais qui possèdent des vignes, je m'en suis aperçu ici à Banyuls. Hein. Donc, il y a à affronter ce problème, et ça ne peut pas s'affronter sans qu'il y ait un débat citoyen véritable, et pas factice. La question de savoir s'il y a un nucléaire soutenable et sûr, bon, ce que je vous ai montré, c'est mes arguments pour dire c'est trop tard. Il existe peut-être, il est légitime de faire une recherche qui est à la fois pas tellement technologique, pas tellement fondamentale, mais une recherche technologique pour répondre à la question d'Oppenheimer. La question, est-ce qu'on est capable de faire un nucléaire intrinsèquement sûr? C'est pas impossible. Mais il y a du boulot à faire. Et ce boulot-là, il faut le faire en parallèle. Il ne répondra pas à la question de l'augmentation des gaz à effet de serre qui est la question urgente. Mais c'est légitime de le faire parce que les générations ultérieures, s'il y en a encore, elles en auront peut-être besoin. Donc la recherche, oui. Le mettre en œuvre aujourd'hui, non, on n'a pas les moyens, c'est pas faisable. Et dernière question, qui me tient beaucoup à cœur et pour laquelle les réponses ne sont pas très évidentes en ce moment, je trouve. Quel est le rôle des scientifiques dans l'action citoyenne, à la fois pour convaincre? On a un exemple en ce moment, là, entre nous. Et puis, aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Quel est le rôle de l'expertise? L'expertise, est-ce que c'est vraiment l'expert qui donne une information et puis après le gouvernement fait ce qu'il veut, etc., etc. On a eu des exemples de ça récemment et on a constaté que c'est pas satisfaisant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait un véritable débat citoyen et il faut l'organiser, il faut le réfléchir, il faut le mettre en place. C'est pas simple. Les enjeux sont terribles, hein, si on pense à la réaction des agriculteurs, si on pense aux réactions des gilets jaunes, etc. C'est des vrais problèmes. Et c'est pas en les niant ou en disant bon, l'orage va passer, après ça sera autre chose.
Non, c'est pas vrai. On s'en aperçoit aujourd'hui avec beaucoup d'inquiétude. Voilà, merci. Merci beaucoup d'initier ce débat, de mettre en œuvre une partie de ce débat. Des questions? Une. La vivacité de la main. Bonsoir et merci pour votre conférence. À Banyuls, on a beaucoup de soleil. Beaucoup de gens sont intéressés pour installer des panneaux solaires, et j'en fais partie. Et la mairie de Banyuls nous impose de mettre des panneaux rouges avec un rendement qui est 30% moins que les panneaux noirs et qui coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc il faudrait que nos autorités locales participent aussi à la chose. C'était une remarque. Oui, je suis évidemment pas surpris par ce que vous dites. Un système dans lequel vous avez un fonctionnement de marché, fonctionnement de marché, les marchés ils peuvent fonctionner, mais encore faut-il qu'il y ait des instances de régulation, de réflexion dans lesquelles il y a un retour. C'est pas seulement dans les systèmes physiques qu'il y a ce qu'on appelle la contre-réaction, c'est aussi dans la vie quotidienne. Et si les décisions qui sont prises sont des décisions qui tombent du ciel par des gens qui sont des gens tout à fait intelligents, mais qui sont dans des conditions où ils ont des choix qui leur paraissent raisonnables, mais qui ne sont pas vérifiés sur le terrain, au préalable, etc., on a des problèmes comme celui que vous signalez, de la même manière qu'on a des problèmes de Sainte-Soline, de la 69, etc. On n'a pas besoin de ce genre de conflit. On n'a pas besoin de créer cette situation. Mais il faut l'anticiper. Il faut savoir qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut parfaitement débattre de manière intelligente et informée, mais il faut l'accepter. Il ne faut pas que ce soit imposé par une situation dans laquelle il y a des gens qui sont très pressés de gagner beaucoup d'argent très vite. Je pense à Total au hasard. Moi, j'avais une question sur la recherche technologique. Depuis 20 ans ou 30 ans, on nous parle de l'EPR pour renouveler le parc des réacteurs. Comment ça se fait qu'il n'est toujours pas prêt? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu... Alors que, comme vous nous avez dit au début, les premiers réacteurs ont été développés extrêmement rapidement. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec l'EPR? Quand vous changez, c'est pour ça que je vous ai infligé les quelques minutes sur comment fonctionne la fission, l'exponentielle et les effets linéaires. C'est que quand vous changez la géométrie d'un réacteur, la structure du réacteur, vous déplacez des objets à l'intérieur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est pas simplement un bousin qu'on enfonce comme ça. Hein. C'est très compliqué, la structure interne d'un réacteur. Et les tuyauteries qui passent, vous changez l'emplacement d'entrée, de piquage d'une entrée, par exemple de l'alimentation en eau pressurisée, et le fait de changer l'entrée crée des turbulences qui ont un effet sur l'eau qui sert. Elle ne sert pas uniquement à transporter l'énergie, elle sert aussi à ralentir les neutrons. Alors du coup, la densité de neutrons, elle aura changé. Donc, ceci pour vous dire, même sans entrer dans ce genre de détails, c'est pour dire que, en fait, dès qu'on change quelque chose dans un réacteur, pratiquement, on est ramené à la situation de 1940 et quelques, où il faut regarder quel effet ça a sur les autres éléments. Tous les éléments sont en interaction permanente et ils réagissent les uns sur les autres. Et donc, quand vous changez la taille d'un réacteur, la plupart des réacteurs les plus gros qui avaient été faits auparavant, c'était des réacteurs de 1400 gigawatts, des réacteurs qui étaient déjà
très gros. Hein. L'EPR, c'est 1600. On est arrivé probablement, enfin, c'est une hypothèse, hein, on va le vérifier, hélas, je crois, on va le vérifier dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent. On est peut-être arrivé à une taille telle que, ben non, ça marche plus. C'est pas quelque chose qui est... il ne suffit pas de multiplier, d'augmenter la dimension des objets. C'est devenu une machine trop compliquée. Et un exemple des complications qui est absolument spectaculaire, je crois. Vous savez que le prochain EPR, ce ne sera pas un EPR 1, ce sera l'EPR 2. L'EPR 2 est considéré comme une machine beaucoup plus simple. Effectivement, elle est beaucoup plus simple. Au lieu d'avoir 30 000 entrées de soudure d'entrée de tuyaux dans le réacteur, il n'y en aura plus que 3 000. Par contre, on a donné un prix du réacteur pour vous dire le niveau d'organisation et de capacité de prévision actuelle. On a donné un prix de ce réacteur, le EDF a dit voilà, c'est un réacteur qui va coûter, je ne me rappelle plus très bien du prix, mais ils ont donné un prix, après il y avait un chiffre après la virgule, c'était du genre, je ne sais pas, je ne vais pas dire un chiffre, mais c'était une mesure assez précise. Or en fait, l'EPR 1, le premier, il avait demandé 30 millions d'heures de travail. 30 millions d'heures de travail de conception, de dessin, pour arriver à dessiner chaque objet de telle manière qu'après, les gens n'avaient plus, entre guillemets, qu'à le construire. L'EPR 2, actuellement, il en est à 2 millions d'heures de travail. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que coûtera l'EPR 2. Aucune. On n'a aucune idée de combien de temps on mettra à le construire. Parce qu'au moment où on va commencer à le construire, on va s'apercevoir que, ah bah oui, on a fait une erreur ici, on n'a pas évalué suffisamment ça, il y a tel élément qui va réagir, etc., etc. Donc on est dans une situation, on est sans arrêt, alors que c'est une technologie qui s'annonce, exactement ce que vous dites, c'est une technologie qui annonce qu'elle est au point, qu'il n'y a pas de problème, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que chaque nouveau réacteur, à partir du moment où c'est pas la reproduction pure et simple d'un autre réacteur, à supposer que ça puisse exister, ça, eh ben, on ne repart pas à zéro, mais on refait beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui avait été prévu, il y a le type qui a mis en place le premier réacteur de sous-marin est devenu amiral par la suite, mais à l'époque il était encore capitaine, et il disait les gens du Congrès des États-Unis, les sénateurs et les représentants au Congrès américain, tenaient des discours sur le fait que le nucléaire, c'était dans les années 50, 1950, 51, 52. Dans ces années-là, ils disaient l'électricité sera gratuite et les réacteurs, il y en aura partout et ça va être formidable, etc. C'est exactement le discours qui se tient aujourd'hui sur les SMR. C'est exactement le même, mot pour mot. Et donc, il y a ce type qui disait bon, alors moi il a écrit une lettre à tous les sénateurs et les représentants, et leur a dit écoutez, voilà, il y a des réacteurs qui sont des réacteurs de papier. Les réacteurs de papier, il suffit d'une gomme, et on gomme l'erreur qu'on a faite, on la remplace par un trait qui montre qu'on a compris comment ça devait fonctionner. Et puis il y a les réacteurs réels. Les réacteurs réels, ils sont compliqués, ils sont lourds. Je cite un texte de 1953. Ils sont compliqués, ils sont lourds, ils mettent beaucoup de temps, parce qu'on reprend les choses, on est obligé de refaire. Ça coûte très cher. Il a aligné tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui.
C'est inhérent à la technologie telle qu'elle existe. Et ça n'a malheureusement pas changé. Merci monsieur, c'était absolument passionnant, remarquable, et vous avez insisté sur beaucoup de points. Il se trouve que j'ai passé plus de 35 ans de ma carrière à EDF, pas dans le nucléaire, dans pas mal de secteurs, entre autres dans les ressources humaines, et je voudrais insister, vous en avez beaucoup parlé sur les questions de ressources humaines. Or, vous l'avez dit, mais c'est vrai que les accidents nucléaires, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima, c'était avant tout des problèmes de ressources humaines, avant d'être des problèmes de technique. Or, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que quand j'ai pris ma retraite et quand mes collègues ont pris leur retraite, les nouveaux embauchés n'ont pas eu la formation que leurs aînés avaient eue. Or, quand je vois aujourd'hui comment sont formés, j'habite maintenant aux États-Unis, les jeunes, ils ne choisissent plus les formations techniques qui vont vers les métiers du nucléaire. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont maintenant intéressés par d'autres métiers, par d'autres technologies. Or, les gens qui en ce moment travaillent dans le nucléaire, vous l'avez d'ailleurs déjà dit, quand il y a eu des problèmes, il a fallu faire venir des spécialistes de l'étranger pour régler les problèmes. Or, le nucléaire est avant tout un problème de ressources humaines quand il y a des accidents. Donc, je signale ça parce que c'est un point à garder en tête qui est fondamental. Et je vous remercie de l'avoir signalé. Et Madame, tout à l'heure, a posé une question sur l'EPR. Vous avez fait une réponse fantastique, mais en interne à EDF, ce qu'on a toujours dit sur le nucléaire, c'est que l'EPR a été dessiné dans les années 80 quand on a arrêté de construire des centrales. Et on a arrêté de construire des centrales nucléaires pendant 40 ans. Le dessin de l'EPR est devenu obsolète au bout de 10 ans. Et puis, il y a eu Three Mile Island, donc le dessin était obsolète. Puis il y a eu Tchernobyl. Il est encore plus obsolète parce que les réglementations ont changé. Et puis il y a eu Fukushima. Donc de toute façon, on a commencé à construire un EPR qui était obsolète alors qu'on savait qu'il fallait le mettre à la poubelle. Mais pour des raisons politiques, on ne l'a pas mis à la poubelle. Donc on a construit quelque chose qui de toute façon, on savait qu'il ne pouvait pas marcher. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on essaye de construire quelque chose qui de toute façon ne pouvait pas marcher parce qu'il ne correspondait plus au réel et que le réel nous avait dépassé parce qu'il y avait eu 3 accidents nucléaires majeurs et que le projet tel qu'il avait été dessiné dans le temps ne correspondait plus aux régulations qui avaient changé entre-temps. Voilà, c'est une réponse rapide. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi on reste sur cette EPR puisque... Attends, il y en avait une autre là. Vous voulez faire une réponse sur l'EPR ou... Non, il y a une autre question, bien sûr. Merci. Je voudrais savoir ce que vous pensez du projet franco-japonais qui se tient actuellement depuis quelques années à Cadarache. Il y a un projet de nouveaux systèmes qui ne présenteraient aucun danger, etc. La fusion. Vous parlez de ce qu'on appelle ITER. ITER, oui, la fusion. Le projet de fusion nucléaire, c'est ça? Oui. Le réacteur de fusion nucléaire. Qui normalement, c'est la question de en tout cas, il y a plusieurs années que des centaines de personnes, les Japonais sont venus à Cadarache. Je suis un peu au courant parce que un de mes gendres travaille justement, qui était sédimentologue à Marseille, il était professeur de sédimentologie. Et donc maintenant, il m'a dit, je suis avec d'autres chercheurs dans un groupe de 50 personnes qui s'occupent uniquement de l'énergie, de la radioactivité naturelle. Et il m'a dit, vous n'avez rien à craindre, la radioactivité naturelle plus importante que celle que font tous les réacteurs. Je ne sais pas si c'est une boutade ou si c'est vrai, ce qui a été dit. En tout cas, je sais qu'il travaille très fort là-dessus. Il y a un projet, je ne me rappelle plus le nom, il y a un projet qui s'appelle ITER, ITER, c'est un projet international.
international de recherche, d'essayer de développer un réacteur qui déclencherait ce qu'on appelle la fusion nucléaire, qui est un processus qui est en fait l'inverse de la fission. C'est en utilisant des éléments très légers, l'hydrogène, le tritium, qui est un isotope de l'hydrogène, et le deutérium. Et l'idée du projet ITER, c'est d'essayer de faire avancer la réussite de l'entretien de la fusion nucléaire. C'est un moyen d'obtenir une énergie qui est absolument énorme. Pendant, la difficulté, c'est en gros, si vous voulez, c'est d'allumer le soleil, quoi. C'est d'allumer le soleil à l'intérieur d'un réacteur. On appelle ça un réacteur, disons une grande bouteille, quoi. Une grande bouteille avec une forme très particulière, à l'intérieur de laquelle on provoque une réaction nucléaire d'un type très particulier. C'est une idée qui date de 1940, enfin l'idée de réaliser un réacteur comme ça date de 1942. Elle est née à peu près en même temps que, et par les mêmes gens d'ailleurs, que l'idée de fabriquer une bombe atomique, de réaliser les conditions concrètes de fabrication d'une bombe atomique. L'idée étant que un réacteur comme ça permettrait d'avoir le soleil chez soi, d'avoir une énergie équivalente à celle du soleil chez soi. La difficulté quand vous mettez le soleil en bouteille, comme disait un physicien qui s'appelle Pierre-Gilles Degène, la difficulté de mettre le soleil en bouteille, c'est de fabriquer la bouteille qui tient le soleil. Et pour l'instant, on sait, on a appris beaucoup de choses sur la manière d'allumer la réaction en question. On n'est pas encore capable de l'entretenir. Le dispositif dont vous parlez, c'est un dispositif qui est censé avancer dans cette direction, pas de manière spectaculaire, mais faire un pas de plus, pour très cher, pour très très cher. Mais ça ne répond pas à la question de savoir comment on peut faire ça à l'échelle industrielle, et ça ne répond surtout pas, enfin ça ne répond pas non plus à la question de savoir si on a besoin de ce genre de fabrication d'énergie. C'est très intéressant. D'abord, sur le plan fondamental, c'est un sujet passionnant. Sur le plan de réaliser un système comme ça, savoir si c'est possible, c'est intéressant. Mais l'urgence, encore une fois, elle n'est pas là, parce qu'il y a maintenant 80 ans, on disait « dans 50 ans, on va y arriver ». Et tous les 10 ans, il s'est trouvé quelqu'un pour dire « dans 50 ans, on va y arriver ». Et aujourd'hui encore, y compris les gens qui construisent ITER, vous diront « bon, c'est un pas important, mais il nous faudra encore 50 ans pour y arriver ». Donc c'est pas gagné. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. C'est pas gagné. Et on a d'autres urgences. Alors, merci pour votre conférence. Je n'ai aucune compétence dans le nucléaire. Je n'ai pas travaillé chez EDF ni du tout. Et j'ai à peu près tout compris. Donc, merci beaucoup. Une question me taraude. Vous indiquez qu'il est très compliqué de faire un EPR, qu'il y a 30 000 soudures, qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, tout change, etc. Et Dominique, derrière, dit c'est quasiment impossible également de faire un EPR. Et puis je regardais, j'ai vu un nouveau slide où effectivement il y avait un nombre de centrales nucléaires qui diminuait, à peu près 400, etc. Et puis il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est les Chinois. Les Chinois, eux, fabriquent des centrales nucléaires. Vous l'avez montré dans... Alors, comment ça se fait qu'eux, ils arrivent à en fabriquer de plus en plus? Ça marche, ou alors... je n'ai pas l'information, alors vous allez peut-être dire que ça ne marche pas. Comment se fait-il qu'eux, ils arrivent à en fabriquer? Ils sont en production, et que nous, on ne sait pas faire. Il y a deux questions dans la même. Il y a une première remarque, c'est les gens qui ont recréé, enfin qui ont créé chez eux
le dispositif industriel modernisé évidemment, mais analogue à celui qui avait été créé en France dans les années 70, ils sont capables de faire la même chose. Ils sont capables de faire des réacteurs nucléaires qui fonctionnent. D'accord ? Bon. Donc, faire un réacteur nucléaire dans les conditions où on fait un réacteur nucléaire du type des années 70, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, les REP, c'est ça. Donc, un réacteur de ce type-là, avec des sécurités en plus, etc., il revient beaucoup plus cher. Hein. Beaucoup plus cher. Un facteur 2 à peu près. Donc, et il met du temps à être construit, etc., etc. Bon, les Chinois ont mis au point, ont développé une capacité de formation des gens. Ça revient à la question sur laquelle on est tout à fait d'accord avec madame qui travaillait à l'EDF. Ils ont formé les gens, ils les ont fait former entre autres par des étrangers, les Américains un peu, les Français pas mal, notamment en ce qui concerne les deux EPR qui ont été construits à Taishan, dont l'un fonctionne un peu mieux que l'autre, mais les deux ont des problèmes, ce qui explique pourquoi je disais, on ne sait pas si c'est un système qui est capable d'être stable ou pas. L'EPR, c'est vraiment un point d'interrogation. Mais les réacteurs REP, c'est pas un point d'interrogation. On sait que ça peut marcher et on sait les limites. Alors les Chinois, la deuxième question, c'est pourquoi les Chinois ont construit des réacteurs nucléaires? Pourquoi pas nous? Nous, on n'a pas les moyens de le faire. C'est très simple. On n'a plus les moyens de le faire. C'est ce que j'expliquais. C'est ce que madame a confirmé en ce qui concerne les compétences des personnels et le nombre de personnels aussi. Le nombre de sous-traitants. Le fait qu'à EDF, je ne sais pas combien c'est maintenant, mais il y a 3 ans, il y avait 6 niveaux différents de sous-traitance. Vous imaginez que quand vous arrivez au 4e, 5e, 6e niveau de sous-traitance, les gens sont compétents en matière de nucléaire? C'est pas la question. EDF a affaire à des gens qui sont, à des entreprises, des grandes entreprises qui sont des assembliers. Ils sont assembliers, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent. Ils n'ont pas chez eux la compétence pour organiser la construction d'un réacteur. Les Chinois, ils ont fait comme les Français avaient fait dans les années 70. Ils ont fabriqué un espèce d'EDF local avec une formation intégrée, un plan de formation des personnels en même temps que de développement des matériaux, de recherche technologique, etc., etc. Un système cohérent que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Voilà. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Merci. Et, oui, une dernière question. Comme je vous l'ai montré, le nombre de réacteurs qu'ils ont fait, il permet de retrouver à peu près, pas tout à fait, mais à peu près le niveau constant des entre 450 et 415 réacteurs fonctionnant au niveau mondial. C'est pas énorme pour les Chinois. C'est pas le remplacement de toute leur fourniture d'énergie électrique. C'est simplement une démonstration de faisabilité. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire s'ils en avaient besoin. La question, qu'est-ce qu'ils développent réellement? C'est les énergies renouvelables. On va prendre une dernière question peut-être, parce que le temps se fait. Tout ça, c'est un projet à long terme. 2050, c'est bientôt. Alors, à quoi ça sert? Oui, bon, merci pour votre conférence. Tout ça, c'est un projet à long terme, produire de l'énergie. 2050, c'est bientôt. Est-ce qu'on y sera encore? Est-ce que ça vaut le coup? En ce qui concerne le développement du nucléaire, on va distribuer une Prozac à la sortie. Je pense que l'urgence n'était pas là. Mais ce n'est pas tellement le fait de construire des réacteurs nucléaires, ça peut toujours servir de remplacer ceux qui devraient être arrêtés aujourd'hui. Ça peut éventuellement servir, notamment dans des conditions où vous avez un centre industriel qui a besoin de beaucoup d'électricité, de manière absolument gérée, de manière continue, etc., avec beaucoup de
puissance, etc. Il peut y avoir des arguments de ce genre. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de changer l'industrie, de changer la manière de faire aussi bien l'industrie que l'utilisation du réseau électrique, etc. Donc oui, j'ai la même réponse que vous. Et notre mode de vie. L'urgence, c'est pas là. Je crois que ça a été un peu développé déjà. Je sais pas, on peut peut-être arrêter parce que il est tard maintenant. Merci beaucoup. Merci à l'heure de nous avoir invité, M. Bernas.